L'ASIP Santé, donc c'est une agence créée en 2009, dont l'objectif c'est de favoriser le développement de systèmes d'information partagés, tout ce qui est e-santé, donc de créer les conditions de la e-santé, de conduire des projets nationaux et d'accompagner les acteurs, tout ça avec une efficacité, une efficience la meilleure possible, sur un cadre, une gouvernance qui est la même que celle des ARS, donc avec l'État, l'assurance maladie et la CNSA, donc à la fois sur la santé et le médico-social. Concernant le sujet principal de notre intervention, il s'agit de vous parler de référentiels. Alors, les référentiels, c'est pas nouveau. Certains vont se dire, tiens, on nous en parle depuis 10 ans, des référentiels. Pourquoi on vient aujourd'hui nous rappeler des référentiels? Ils sont dans tous les projets, ils sont dans tous les outils. Quel est le sens de cette action qui est portée par le cadre commun des projets de e-santé? Si on fait le dessin, qui est un dessin qu'on n'a pas vraiment inventé, mais qui est le dessin du paysage de la santé actuelle, avec le patient bien sûr au centre et tous les acteurs qui gravitent autour. C'est un dessin qui, vous le savez, est faussement simple. C'est un dessin vendeur, mais dans la réalité, on voit bien qu'il va y avoir des dizaines, voire des centaines de circuits, d'organisations plus ou moins formalisés, plus ou moins informatisés, qui doivent s'associer ensemble avec des langages communs de façon à ce que, de façon efficace, une maternité puisse échanger avec une sage-femme, avec une PMI. On parlait hier avec des sages-femmes, de façon opérationnelle, en toute confiance et en parlant les mêmes langages. Et là, quand on commence à mettre des flèches sur des schémas de ce type-là, et qu'on commence à parler avec des informaticiens, avec des directions qui n'ont pas nécessairement les mêmes cultures, on s'aperçoit que même si on sait comment se parler techniquement entre nous, c'est très difficile de mener des projets sur la durée et de produire des résultats. Donc les référentiels, ils servent essentiellement à ça. Pour la plupart, ils sont anciens, ils sont souvent, vous l'avez dit en introduction, ils sont souvent internationaux. On essaye d'inventer le moins possible. Par contre, ils sont souvent aussi extrêmement techniques. Et donc, on a un vrai besoin de pouvoir les partager non seulement dans des cahiers des charges, quand quelqu'un achète une solution pour remplir un service, mais qui soit extrêmement lisible de la part de tous les acteurs du monde de la santé et de leurs partenaires. On parlait tout à l'heure de la PMI, par exemple. La PMI, alors je ne connais pas l'organisation exactement ici, mais la PMI n'est pas nécessairement dans notre monde courant de la e-santé. Et donc, si on veut faire un projet avec une PMI, il faut lui dire clairement quelles sont les orientations, quels sont les langages qu'on va parler et comment on va pouvoir travailler en toute confiance avec une administration qui a des règles qui sont claires et bien établies. Donc, ça va être des règles d'interopérabilité, de sécurité, d'identification des patients, dont vous connaissez peut-être une certaine partie, et dont le cadre commun qu'on vous propose de décrire aujourd'hui va être un moyen à la fois de le rendre beaucoup plus lisible pour les directions qui vont devoir s'assurer qu'il est bien, que ce cadre commun est bien dans les projets, et surtout qu'il peut être dans les projets dans la durée, puisqu'on sait, et je pense que vous le savez, puisque vous avez été assez pionnier et vous êtes dans des projets de e-santé depuis longtemps, on a besoin de stabilité, on a besoin de durée pour construire, parce que ce sont des mondes naissants, et personne ne va brancher du jour au lendemain un grand nombre d'intervenants autour de systèmes de coordination. Tout ça va demander du temps et va demander de l'énergie qui doivent pouvoir se focaliser sur des usages communs. Je vais passer la parole à Inès. Bonjour à tous. Donc effectivement, Vladimir vient de rappeler l'importance de disposer, de connaître les référentiels pour développer vraiment une e-santé qui soit urbanisée. Quand on a dit ça concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a une méconnaissance des référentiels et pour vous l'illustrer, on vous a mis quelques verbatims qui ressortent à ce sujet. Donc, les référentiels sont contraignants. Quels sont les objectifs de ces référentiels? En quoi ils sont bénéfiques pour les projets de e-santé? Les référentiels sont faits pour les techniciens et par les techniciens. Quelles sont les évolutions à venir en matière de référentiel? Donc, toutes ces questions, en fait, elles sont à la fois posées par des industriels, par des professionnels de santé, par des porteurs de projets en e-santé. Et donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a un vrai besoin, en fait, de pédagogie au niveau des terrains pour qu'on comprenne que les référentiels sont là pour apporter de la confiance et sont en soutien du développement de services numériques qui soient sécurisés et interopérables.
Donc, au regard de ce constat-là, les pouvoirs publics ont senti le besoin de disposer d'un document, de disposer au niveau national d'un document qui fasse vraiment la pédagogie de ces référentiels. Et ce document s'intitule « Le cadre commun des projets de e-santé ». Donc, ce cadre commun de projet de e-santé, il fait suite à un état des lieux qui a été réalisé par l'ASIP Santé en 2012. Et cet état des lieux met en exergue un certain nombre de constats, parmi lesquels le fait qu'il existait au niveau des différentes régions un SI hétérogène, des services numériques en nombre mais hétérogènes, qui pouvaient impacter le principe d'égalité d'accès aux soins sur tout le territoire. Le deuxième constat qui a été fait à l'issue de cet état des lieux, c'était de se rendre compte qu'en fait, les ARS exprimaient vraiment un besoin de disposer d'un cadre national qui les aide à piloter la e-santé aux régions, mais également qui les aide à accompagner la montée en puissance de leur maîtrise d'ouvrage régionale, plus communément appelée GCS e-santé. Et enfin, donc en Martinique, vous n'êtes pas concernés, mais comme vous le savez, il y a un contexte de réforme territoriale en métropole qui amène les régions fusionnées à se re-questionner sur leur schéma directeur en matière de système d'information. Et ce cadre-là leur sert de point de référence pour élaborer leur politique régionale. Donc, au regard de ces trois principaux constats, il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de co-construire, et j'insiste sur ce mot co-construire, puisqu'il ne s'agissait pas pour nous, à l'ASIP Santé, de réaliser un document qui soit en chambre, mais vraiment d'impliquer dès le départ de la démarche les représentants de la e-santé aux régions pour que ce document soit vraiment le document de la communauté e-santé pour la communauté e-santé. Et donc ce cadre est bien entendu au service de l'urbanisation des SI de santé, puisqu'à travers ce cadre, je vais y revenir, mais on décline et on rappelle, sans rajouter, on rappelle en fait les référentiels existants, on n'en invente pas, hein, il s'agit vraiment de rappeler ce qui existe aujourd'hui en expliquant leur valeur ajoutée et leur objectif, et on décline également le socle commun minimum de services numériques qu'il conviendra de trouver au sein de chacune des régions. Donc, ce cadre commun fera l'objet d'une instruction, vraisemblablement en mars 2016, qui sera destinée aux directeurs généraux d'ARS, à qui on demandera explicitement de s'assurer de la bonne mise en œuvre du cadre commun dans chacune de leurs régions respectives. Alors, je vous parlais de la co-construction. Effectivement, la co-construction, ça s'est traduit comment ? Donc, ça s'est traduit par l'implication dès le démarrage de la démarche par les représentants régionaux de la e-santé, que sont donc, on a impliqué en fait des représentants d'ARS et les directeurs des GCS e-santé. Donc les 26 régions, je souhaite le souligner parce que c'est important, les 26 régions ont participé à la réalisation de ce travail-là. On a organisé 4 groupes de travail. À l'issue de ces groupes de travail, donc on a élaboré une première monture, si je puis dire, du cadre commun qui a été confronté au regard des personnes qui travaillent sur les référentiels au niveau de l'ASIP Santé. Et après avoir obtenu ce regard croisé, eh bien, on l'a soumis à un copil institutionnel composé donc, de l'État, des représentants des directeurs généraux d'ARS, de la CNAM, de la CNSA, l'ANAP et l'ASIP Santé. Cette démarche, elle est innovante puisque, comme je vous le disais, on a intégré dès le départ les acteurs de la e-santé en région, mais c'est innovant dans le sens où on a également impliqué les représentants de la santé au niveau État, assurance maladie, ville, hôpital, sanitaire, médico-social. On a vraiment voulu, à travers ce document, traduire le décloisonnement en fait, de la e-santé en impliquant toutes les parties prenantes. Peut-être juste pour rajouter un point, pour vous donner une échelle, ça s'est fait sur 1 an. Hein, et une des vraies différences, c'est que ça ne s'est pas fait entre informaticiens. Hein, quand on dit ça a été les GCS, ça a été les ARS, donc c'est des gens qui pilotent des projets, ce n'est pas des informaticiens. L'idée, ce n'était pas de reprendre des éléments techniques, c'est de regarder avec les gens du terrain et de façon itérative, parce qu'à chaque fois des livrables ont été produits, ont été resoumis, quel consensus on pouvait créer avec les régions, de façon à ce que en fait, les régions elles-mêmes se constituent leur corpus commun qui allait pouvoir ensuite, à la fin, être tamponné
d'un drapeau français et devenir une petite Bible, hein, c'est un bien grand mot, mais une petite Bible qui permet de ne pas se poser de questions sur les basiques. Voilà. Et après, bien sûr, derrière, il y a de la technique, hein. Il faudra toujours faire des systèmes d'information, voilà, il y aura toujours des octets derrière, mais le point de départ, c'était ça, c'est de trouver un langage commun qui vaille, que l'on soit en Lorraine, en Rhône-Alpes, en Martinique, en Guyane ou en Île-de-France, et sur lequel ni les industriels, ni tous les partenaires publics ou privés de vos projets n'aient à se poser de questions. Et donc, juste pour effectivement finir sur la démarche de co-construction, pour nous, c'était important en fait de l'aborder par cette thématique-là, dans le sens où en fait, pour nous, ça constitue vraiment un vrai levier de conduite du changement, que de justement faire construire ce type de document par les acteurs pour que derrière, ils puissent eux-mêmes, au niveau de leur région, en fait, le mettre en œuvre et l'expliquer. Alors, les destinataires du cadre commun, donc prioritairement, effectivement, les agences régionales de santé, puisque ce sont elles qui vont être destinataires, qui vont recevoir l'instruction prochainement et à qui on va demander explicitement de mettre en œuvre le cadre commun. Pour la mise en œuvre de ce cadre commun, eh bien, effectivement, elles vont s'appuyer sur leur maîtrise d'ouvrage régionale, qui sont donc par extension également concernées. Ces maîtrises d'ouvrage seront donc chargées d'appliquer le cadre dans la conduite des projets de e-santé, d'accompagner ou de déployer les services du socle commun, je vais vous les présenter après, et de participer de manière générale à la pédagogie de ce document-là auprès de l'ensemble des acteurs impliqués sur le champ de la santé. Et enfin, plus largement, tous les acteurs de la e-santé, et en particulier les industriels, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a effectivement un volet qui traite des référentiels et de la trajectoire de ces référentiels-là. Et pour les industriels, c'est très important d'avoir cette visibilité-là, puisque ça leur permettra en fait d'anticiper les évolutions de leur offre industrielle. Donc, on voulait très brièvement en fait vous expliciter la logique dans laquelle on a construit ce cadre. Donc, le cadre, au démarrage, on a bien entendu des orientations stratégiques de la politique publique de santé qui donnent lieu à l'existence d'un cadre législatif et réglementaire. Ce cadre législatif et réglementaire amène la mise en place d'un certain nombre de référentiels et de services d'infrastructure associés. Donc, les services d'infrastructure associés sont les services qui permettent de publier les données contenues dans les référentiels. Et ensuite, nous avons des services numériques en santé qui eux-mêmes reposent également sur ces référentiels et qui sont destinés à une population diverse que sont les patients, bien entendu, les professionnels de santé, les établissements de santé, mais également les pilotes et régulateurs. On peut donner un exemple. Oui. Hein, les cadres législatifs, ça va être les réglementations qui concernent les professionnels de santé, qui est professionnel de santé, qui l'est pas, etc., et les règles associées dans la loi. Les référentiels, par exemple, ça va être le RPPS ou le répertoire ADELI, un grand référentiel national. Et les services numériques, ça va être dans votre annuaire d'un service de messagerie ou d'un service de coordination des soins, des données qui viennent de ces référentiels. Pas nécessairement toutes, hein, puisqu'il y en a qui peut-être que le réparateur, il n'est pas dans un référentiel national. Pourtant, il va être essentiel à votre service de e-santé parce que ça va être un service support. Mais par contre, toutes les personnes qui vont être liées à la prise en charge du patient vont être associées à ces référentiels. Et du coup, si vous voulez raccorder votre service métier extrêmement particulier que vous avez développé à un autre service, et bien du coup, ça va être facile de se parler parce que vous allez être dans le même cadre légal et dans les mêmes langages, ensuite, en termes de système d'information, avec les mêmes numéros. Et donc, du coup, vous allez gagner un temps fou au moment où vous allez vouloir enrichir votre service, qu'il s'agisse de services locaux entre deux établissements différents ou entre deux territoires avec vos voisins, les îles voisines, ou avec la métropole, ou même avec vos voisins caribéens. On nous a parlé de projets caribéens, puisque tous ces dialectes, alors là, on ne va plus être dans le même cadre légal, mais techniquement, les dialectes doivent être proches en termes informatiques. Donc, si vous devez vous souvenir de ce que c'est que le cadre, je dirais qu'il faudra avoir en tête en fait les 3 éléments suivants. Le cadre, c'est 3 objets. Premier objet, donc on l'a souvent cité depuis le démarrage de la présentation, sont les référentiels. Donc les référentiels, c'est quoi ? C'est un ensemble en fait de briques techniques à respecter pour la mise en œuvre de projets de e-santé. Le deuxième objet,
c'est ce qu'on a appelé le socle commun minimum de services, et ça correspond au tronc commun de services numériques, donc le socle minimum de services numériques à retrouver dans toutes les régions. C'est finalement ce dont on considère qu'il est indispensable de retrouver en termes d'outils numériques pour assurer une prise en charge des patients de qualité. Et enfin, le troisième objet, c'est ce qu'on a appelé les principes de mise en œuvre de projets de e-santé. Donc en fait, c'est très simple, ce sont l'ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de la conduite de projets de e-santé. Donc voilà, donc le cadre, c'est ces trois objets-là. Donc concrètement, comment ça se traduit? Donc c'est un document à peu près d'une 50aine de pages qui décline en fait trois principaux chapitres: les référentiels, le socle commun minimum de services et les principes de mise en œuvre des projets de e-santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce cadre a vocation en fait à évoluer dans le temps. Effectivement, on l'a réalisé l'année dernière avec un certain nombre d'acteurs, sauf que la réalité de la e-santé, eh bien, elle évolue et elle évolue très vite. Et donc, pour que nos documents soient alignés avec la réalité terrain, il faudra bien entendu en fait le mettre à jour. Et pour ça, on a mis en place une gouvernance qui aura cet objectif-là. Voilà. Alors. Le champ d'application du cadre. Effectivement, la e-santé, c'est vaste. Hein. Ça recouvre à la fois des services de production de soins, des services de coordination de soins, des services d'analyse de l'information. Et donc, on avait bien conscience avec le groupe de travail qu'il n'était pas possible dans cette première version du cadre d'embrasser l'ensemble du champ de la e-santé. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait que dans cette première version, on se concentrerait dans un premier temps sur le champ de la coordination des soins, le tout assis sur la zone référentielle. Et donc les référentiels, donc vous les retrouvez via les briques vertes. Hein. L'objectif, c'est pas de vous faire une présentation très détaillée de chacun des référentiels. C'est simplement de vous rassurer sur le fait que tout cela existe déjà, on n'a rien inventé. Néanmoins, il n'existait pas un document unique qui expliquait de manière très pédagogique et très simple l'objectif des référentiels, leur contenu, leur disponibilité et leur destinataire. Et c'est vraiment la vocation de ce document-là, c'est de vraiment apporter une première couche de pédagogie sur ce que sont les référentiels et à quoi ils servent, quelles sont leurs valeurs ajoutées. Donc, au-delà de la description statique des référentiels, il nous a semblé important de donner de la lisibilité sur l'évolution de ces référentiels-là, tant pour les porteurs de projets pour qu'ils puissent l'intégrer dans leur plan projet, que pour les industriels pour qu'en face, ils puissent effectivement anticiper l'évolution de leur offre industrielle. Et donc, ce schéma-là, qui peut paraître assez abscon au départ, est très simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on a repris en fait les grandes familles de référentiels. On a repris les briques référentielles et on a explicité dans chacune de ces briques les évolutions attendues avec une échéance de temps qui est associée. Donc, par exemple, si on fait l'explication de texte sur cette slide, donc vous avez le RPPS qui est le référentiel partagé des professionnels de santé qui aujourd'hui couvre 4 ordres, donc les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens. Eh bien, d'ici 2017, ce RPPS va s'ouvrir à une nouvelle famille de professionnels que sont les masseurs kinés et à échéance 2018, les pédicures podologues. Et ensuite, à plus long terme, ce RPPS intégrera 20 nouvelles autres professions qui sont éligibles à intégrer ce référentiel. Donc, au départ, je vous disais que le cadre commun, c'est 3 objets. Donc, le premier objet, référentiel. Je viens de vous l'expliciter. Le deuxième objet, c'est ce qu'on a appelé le socle commun minimum de services. Donc, ce socle commun, c'est quoi? C'est un bouquet, en fait, de services numériques. Et ce bouquet de services numériques, il sera demandé au DG d'ARS de s'assurer qu'ils sont d'une part déployés, mais ça ne suffit pas, qu'il y ait des usages aussi sur ces services-là à échéance de 2017. Donc, quels sont ces services? Donc, vous retrouvez le DMP, le DCC, donc dossier communicant de cancérologie, des services de télémédecine, l'AURORE, répertoire opérationnel des ressources, un annuaire DRCP, donc c'est l'annuaire de réunion de concertation pluridisciplinaire, des outils d'orientation des patients des structures amont vers les structures aval, exemple via trajectoire, des solutions de partage d'images,
et des messageries sécurisées de santé. Donc au niveau de la Martinique, lorsqu'on regarde effectivement où vous en êtes par rapport à ce socle commun, eh bien effectivement vous avez les services de télémédecine, l'annuaire des RCP, solution de partage d'images avec IMAG, messagerie sécurisée de santé qui est en train de se mettre en place puisqu'on avait hier la journée institutionnelle de lancement de ce service-là. Et par contre, par exemple, on voit effectivement qu'il y a des actions, mais j'entendais Monsieur Ursulin en parler sur l'Aurore, des actions également sur l'outil d'orientation via trajectoire. Donc voilà la cible. À échéance 2017, il faudra que dans chacune des régions, on ait l'ensemble de ces services numériques qui soient déployés et pour lesquels il y a des premiers usages. Voilà, donc pour illustrer ce cadre, on propose de faire un petit zoom sur 2 services. Le DMP, donc pour le partage de documents et les messageries sécurisées de santé pour permettre l'échange d'informations médicales. Donc l'idée, en fait, c'est de dire que des services de ce type-là, ça peut être des services considérés de façon tout à fait autonome, comme quelqu'un, par exemple, pour le RPPS, pourrait utiliser le RPPS juste en regardant, en interrogeant l'annuaire et en regardant ce qu'il y a dedans. Mais c'est aussi des services qui prennent toute leur valeur ajoutée, tout leur intérêt quand ils sont intégrés dans les logiciels des professionnels de santé. Alors des logiciels qui vont être des logiciels individuels, le logiciel de gestion de cabinet du médecin qui va pouvoir recevoir des comptes rendus de l'établissement de santé, le logiciel du pharmacien d'officine qui va pouvoir demander des précisions à l'hôpital sur une prescription de sortie qu'il n'a pas bien compris, ou un logiciel de coordination comme ceux que vous mettez en place dans votre région, dans lequel vous allez à la fois vous servir de DMP, de messagerie sécurisée et de fonctions qui vous sont propres, mais en vous appuyant sur ces services de façon à rendre un service à valeur ajoutée qui va permettre de faire le lien avec la pharmacie, la PMI, la maternité et je ne sais pas quoi, puisque après c'est vos projets qui vont décider de l'usage de ces référentiels. Et donc du coup, l'idée du cadre commun, c'est bien de se dire que à tout endroit, on doit pouvoir disposer de ces briques de base et que ça va être le cadre dans lequel on va pouvoir inventer en toute confiance des services à valeur ajoutée. Donc le DMP, très très brièvement, je ne vais pas insister dessus, juste pour vous dire qu'il est en cours de transfert à l'assurance maladie. La ZIP Santé était en charge du DMP jusqu'à présent, et donc aujourd'hui l'assurance maladie est en train d'en prendre la maîtrise d'ouvrage et le déploiement, et donc avec des territoires pilotes qui vont être mis en œuvre cette année, qui s'appellent des territoires, il y a 8 zones de pré-série qui ont été définies, avec l'idée de faciliter la création du DMP en particulier, qui devient partagé, mais surtout qui va être beaucoup plus facile à créer, puisque par exemple le patient pourra créer son DMP lui-même. Voilà, et puis ensuite, il sera connecté aux outils de l'assurance maladie, du type, par exemple, historique des remboursements, de façon à ce que les DMP ne soient pas vides. Donc typiquement, le DMP, ça peut être un service que vous utilisez de façon frontale, vous le mettez en évidence à un moment où vous avez besoin de partage, ou en back-office, parce que vous voulez échanger avec d'autres régions, et à un moment donné, vous dites... Tiens, j'aimerais bien, j'ai un patient, j'ai un circuit dans mon truc compliqué, dans mon cercle, j'ai un circuit dans lequel je vais travailler avec le CHU de Bordeaux sur des suivis de patients à long terme. Et comme règle commune, au lieu de créer un tuyau spécifique entre vous et le CHU de Bordeaux, si vous devez faire ça avec chacun de vos partenaires, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous dites, on se met d'accord, on met les documents dans le DMP avec l'accord du patient. Et de l'autre côté, les règles métiers font que chacun, sans avoir fabriqué quelque chose de nouveau, on peut créer de la valeur ajoutée et rendre un meilleur service aux patients. Donc il est accessible par Internet. Il est intégré déjà dans des logiciels métiers et il s'appuie sur des normes qui sont les normes communes du DMP, mais aussi de vos outils de e-santé. Je ne vais pas employer les mots barbares des normes techniques qu'il y a derrière, mais il s'appuie sur les mêmes normes techniques que ceux de vos outils de e-santé que vous utilisez aujourd'hui. Et bien sûr, c'est un système qui est protégé par les mêmes lois. Je reviens au référentiel, les prérequis à l'accès, l'authentification forte, c'est les mêmes textes de loi qui vont s'appliquer pour protéger le DMP ou pour protéger les outils partagés que vous mettez en place en région.
Le deuxième outil que je vais vous présenter très rapidement, on a eu une grande journée hier de lancement avec l'ensemble des acteurs de la région, c'est les messageries sécurisées de santé. Donc c'est un cadre qui permet en fait d'échanger entre des acteurs multiples. Là, on voit des établissements de santé, des opérateurs industriels ou régionaux, hein, comme votre messagerie par exemple ici, porté par le GCS, et puis la ZIP Santé qui a travaillé avec les ordres, puisque tout ça doit permettre d'échanger avec tous les professionnels de santé. Hein, typiquement, voilà un enjeu qui jusqu'à présent était mal couvert. Hein, la messagerie, c'était entre médecins et hôpital. Or, pour faire de la coordination des soins, il faut des sages-femmes, des kinés, des infirmiers, des pharmaciens, etc. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Si on arrive à simplifier tout ça, à fournir un cadre commun et à se dire on avance ensemble, hein, pas à 10 ans d'intervalle, donc à mettre de l'énergie de façon et de la clarté, de donner de la clarté à l'ensemble des acteurs, on va pouvoir synchroniser les actions. Ce n'est pas magique, hein. Il va falloir 3, 4, 5, 10 ans, mais ça devient possible. On peut arriver à ce qu'on décrivait tout à l'heure, qui peut paraître un rêve, de s'envoyer des messages entre les acteurs de la e-santé qui sont très différents, que ça arrive vraiment dans leurs outils, dans l'outil du pharmacien d'officine, comme dans celui de la PMI. Alors pour ça, on a besoin de l'État, hein, bien sûr, puisque c'est bien d'imaginer des solutions innovantes, mais quand on veut aller loin, si on ne veut pas rester coincé dans des innovations qui vont rester locales et qui, à la limite, dans l'histoire, on en a connu plein qui étaient perdus. Hein, quand pour les anciens de la e-santé, on a vu plein de choses, on s'est dit, tiens, on avait déjà fait ça. Et en fait, c'est perdu parce que ça a été oublié, les industriels ont disparu, les budgets ont disparu. Il faut avoir l'État qui donne des directions et qui impulse. Pour la messagerie sécurisée de santé, on a une instruction de la DGOS qui nous permet aujourd'hui, donc du coup les chiffres, je ne les ai pas mis à jour, mais on a 500 établissements qui sont en train de se raccorder, 1300 qui sont inscrits dans le programme d'accompagnement. On va travailler avec vous. Toutes les régions sont en train de devenir, qui ont des messageries régionales, sont en train de devenir MS Santé compatibles. Et donc du coup, grâce à cette impulsion et à cette synchronisation des actions, on va pouvoir arriver à l'objectif sur la base de référentiels communs et au service de projets innovants. On parle par exemple de TSN cet après-midi. Vous aurez, je crois, une présentation du projet de l'océan Indien. Là, on est sur un projet innovant qui, lui, va permettre d'aller un cran plus loin sur la base des mêmes référentiels et de proposer des services à valeur ajoutée qui, peut-être, dans 15 ans, se trouveront dans un cadre, dans la version 8 du cadre commun. Ce sera Inès qui viendra avec des cheveux blancs. Avec des cheveux... Non, pas avec des cheveux blancs, Inès. Voilà, parce que ce sera devenu banal, voilà, et donc ce sera ancré dans les pratiques. On dira bien sûr, c'est évident, tous les acteurs, ils doivent pouvoir avoir tel ou tel système qui aujourd'hui nous paraît impossible, très local et très compliqué. Ça deviendra une évidence. Juste effectivement, par rapport à ce que disait Vladimir sur TSN, PERPA, tout à l'heure, je vous ai parlé du socle commun de service qui est effectivement de nature à vocation à évoluer. C'est-à-dire que dès lors qu'on considère qu'un projet issu d'une expérimentation a une vraie valeur ajoutée et qu'il faut l'étendre à l'échelle nationale, il viendra alimenter en fait le socle commun minimum de service et donc il faudra par nature le retrouver après dans l'ensemble des régions. Donc, concernant le processus de publication du cadre, donc je ne vais pas revenir sur le fait que ça a été co-construit, je pense que vous l'avez bien compris. Par contre, au-delà effectivement de cette co-construction en atelier, on a souhaité en fait étendre la connaissance de ce document à l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le champ de la santé. Et c'est pour cela en fait qu'on l'a proposé à la concertation publique en le mettant sur le site de la ZIP Santé et du coup en ayant une information sur cette mise en concertation. Donc la concertation s'est terminée. Néanmoins, il est toujours le document est toujours sur le site de la ZIP Santé et donc je vous invite à aller le regarder et si vous avez des commentaires sur ce document, n'hésitez pas à nous en faire part, il y a une adresse mail dédiée. Donc, concernant le cadre est quasi finalisé et je vous ai dit effectivement que ce cadre fera l'objet d'une instruction. Donc, l'instruction est en cours également de finalisation. Là, elle est au niveau du ministère en train d'être validée. Et dès lors qu'effectivement cette instruction sera transmise au DG d'ARS, eh bien, on considère que le cadre devient la règle partagée. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le cadre commun. Je vous remercie pour votre attention et on est à votre disposition pour toute question.